Bonsoir. Fidèles de Humanity News TV, nous recevons aujourd'hui deux monstres de la culture ivoirienne, Michel Bory et Assandé Fargas. Michel Bory, Fargas Assandé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Paris, bon, vous êtes arrivé dans les locaux de Humanity News TV, on vous a reçu, comme on dit chez nous à Abidjan, on vous a donné de l'eau. Que je n'ai pas encore bu, mais que je vais boire un peu. Comme on dit chez nous, donnez-nous les nouvelles de votre présence ici à Paris. Les nouvelles, Michel. Vas-y, c'est là. Ouais. Nous tournons à travers la France pour un spectacle de théâtre que les Français connaissent bien, En attendant Godot de Samuel Beckett. Nous posons nos bagages à Paris, à l'Aquarium, pour un mois. Donc pendant un mois, nous allons attendre Godot ensemble avec le public de Paris. Michel, c'est pas Paris, c'est pas nouveau pour toi. C'est pas nouveau Paris. Ouais, c'est à la fois nouveau et pas tout à fait nouveau. Je ne réside pas ici. J'y viens de temps en temps. Voilà, là c'est la 4e fois que je suis maintenant à Paris. Avant de revenir sur la pièce que vous jouez, cette pièce de Samuel Beckett, parlons un peu de vous. On ne vous a pas connu, les Ivoiriens ne vous ont pas connu sur ce registre, mais pour l'instant on va parler de ce qu'on connaît. Michel, ma famille, où vous en êtes? À ce que je sache, la production est suspendue depuis 2007. Ça, c'est une décision de la production. Il est de plus en plus question d'une éventuelle reprise. Mais pour le moment, je crois que c'est des annonces qui ne sont pas encore suivies des faits. J'ai été personnellement informé de ce que la reprise pourrait avoir lieu, mais je ne sais quand exactement. Il faudrait peut-être poser la question à la production qui sait à quel niveau elle en est dans les préparations. Vous êtes prêt à reprendre ma famille si on vous rappelle? Mais je suis un professionnel et j'évalue, j'apprécie toutes les propositions d'opportunités qui me sont faites et je décide quand il le faut. Mais après la télé, les séries télé, tout ça, vous revenez aujourd'hui à vos vieilles amours que sont le théâtre, parce que vous avez commencé par le théâtre à la compagnie Masqué par Justement, il faut reconnaître que la passion reste au métier. Et j'ai commencé par le théâtre. J'ai appris le théâtre. Je n'ai pas appris à faire le cinéma. C'est le cinéma qui profite de ce que j'ai appris à faire au théâtre. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de revenir au théâtre, c'est vraiment avec une grande passion, comme maintenant avec cette création, En attendant Godot. Et voilà, c'est tout un plaisir pour moi d'avoir encore l'opportunité de m'exprimer techniquement. Mais est-ce que le cinéma ne vous a pas un peu déconnecté du théâtre? Déconnecté, non, mais... Vous vous sentez aujourd'hui à l'aise sur une scène de théâtre? Mais à l'aise, mais bien sûr, c'est une question de technique. C'est-à-dire il y a des techniques qu'on a apprises, qu'on a retenues. C'est des techniques de construction du personnage. C'est des techniques que tous ceux qui font du théâtre connaissent. Et chaque fois que vous avez à construire un personnage, vous n'avez qu'à revisiter vos coups, vos expériences. Mais Fargas, vous qui n'avez pratiquement jamais quitté le théâtre, qui êtes resté là-dedans tout le temps, quel que ce soit, les hauts et les bas, certainement vous êtes très à l'aise. Bon, ben, moi j'ai toujours été à l'aise, que ce soit au cinéma ou au théâtre, parce qu'il a si bien dit, c'est un problème de métier à apprendre et la notion de métier importe, parce que c'est un peu comme le tisserand sur l'ouvrage, c'est à travailler tout le temps. Donc nous on travaille tout le temps. Je suis resté au théâtre parce que au-delà même de la passion, je pense que je suis théâtre à moi-même. C'est ma tribune à moi qui me permet de prendre la parole, d'intervenir, dire ce que j'ai envie de dire. Je suis à l'aise parce que mes habitudes et même mon métier me permettent de construire des personnages qu'on me confie. Voilà, je suis super à l'aise avec. Mais quand on voit qu'en Côte d'Ivoire on a de si grands monstres du théâtre, de la culture, on se rend compte qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de théâtre en Côte d'Ivoire, plus de spectacles de théâtre. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vivez cela jusqu'à vous exporter aujourd'hui? Mais il y a à reconnaître d'abord que si nous sommes des comédiens, il faut que nos pays ou notre pays le reconnaisse d'abord. C'est ailleurs
Et l'adage qui dit que nul n'est prophète chez soi se confirme dans le cas d'espèce. Il n'y a qu'ailleurs qu'on trouve que nous avons de la qualité, que nous sommes capables de prise de parole et de faire des choses intéressantes. Il n'y a plus de théâtre au pays, c'est tout un programme culturel qu'il faut questionner. C'est toute une politique culturelle qu'il faut questionner. Parce que dans les années 80, le théâtre c'était vraiment à son sommet. Et puis ces beaux jours étaient là, tout le monde venait au théâtre. Que s'est-il passé? Quelle a été la politique qui a été mise en place? Je me rappelle déjà au temps du ministre Fologo, quand on a commencé à nous demander de payer des spots à la télé qui étaient plus chers que les cachets des comédiens eux-mêmes. Quand on a commencé à sortir toutes ces sommes-là, le théâtre a commencé à ne plus être présent sur l'espace. Et les salles de théâtre ont commencé à disparaître parce qu'on jouait dans des salles de cinéma souvent qui étaient devenues des temples. Je suis très croyant, mais il va sans dire aussi que les lieux où on loue Dieu sont spécifiques et que les lieux où on doit célébrer le théâtre aussi doivent demeurer comme tels. Donc il ne faut pas non plus profaner les espaces de création artistique, mais il n'y en a plus. Et voilà, les jeunes frères qui sont restés au pays se sont contentés de la télé, qui était là, c'était la seule opportunité qu'ils ont. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui semble donner des preuves d'envie de réveiller ce qu'a été le théâtre. Nous, de notre côté, nous sommes prêts à... Qu'est-ce que vous faites pour vous, pour ces plus jeunes, pour leur apporter de votre expérience, de votre expertise à cette jeunesse, à ces nouveaux acteurs, ces nouveaux comédiens qui arrivent sur la place? Ah oui, mais dans le temps, le théâtre était encore, avait pris de l'espace dans l'imaginaire, dans la conscience, dans le subconscient des Ivoiriens. On avait encore quelques salles de théâtre. Et même quand l'école de théâtre est restée fermée pendant un certain moment, il y avait eu des initiatives privées comme Fargas Assandé, Alexis Donzigré, Martin Guédéba et j'en passe, qui avaient créé des troupes au sein desquelles ils ont eu à encadrer, à donner, à initier des jeunes gens qui se sont intéressés à ce métier. Et il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui devenus de grandes vedettes de l'art dramatique en Côte d'Ivoire grâce à ceux-là. Mais aujourd'hui, tu vas former des acteurs, ils vont rester au niveau de la théorie, parce que les infrastructures manquent cruellement. Ils parlaient de spectacles de théâtre qu'on transposait dans des salles de cinéma, parce qu'il en existait encore, mais maintenant, il n'y a même plus de salles de cinéma. Donc, les spectacles de théâtre, après le palais de la culture à Abidjan, pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, on joue où? On ne peut pas mettre... Parce que les gens pensent que le théâtre ne coûte pas cher. C'est vrai que le cinéma coûte cher, mais le théâtre coûte très cher aussi. On ne peut pas mettre autant de financement dans la création d'une œuvre pour ne jouer qu'une seule fois. Ouais. Ça détruit tout l'espoir de tous les comédiens, tous les partenaires qui vont s'associer sur la création. Et c'est comme si on travaille sans lendemain. Donc, les gens ne peuvent pas se former. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous, qui êtes des acteurs, qui êtes des spécialistes, des professionnels de théâtre, quelles sont les propositions que vous faites au pouvoir public pour qu'ils puissent agir de sorte à ce que le théâtre se développe? Mais moi, je pense qu'il faut d'abord que le pouvoir public accepte de nous écouter, accepte de nous recevoir et d'en discuter avec nous. Sinon, les propositions pour une relance, mais sont simples. Moi, je pense que si on essaie déjà de construire une salle, ne serait-ce que de 300 places dans chaque commune, et on dirait qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a des sociétés, chaque commune a une zone industrielle en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi bête, mais aussi simple, de demander à chaque société, par exemple, d'être exonérée des taxes sur 3 ou 4 ans, en demandant à chaque société qui vient s'installer dans une municipalité, dans son cahier des charges, de construire une salle de spectacle, une salle polyvalente d'environ 300-400 places. Si on réussit à le faire, au bout de 5 ans, on aura au moins une salle dans chacune des 10 communes d'Abidjan. Et si la formule se multiplie, on en aura dans autant de communes que possible. Et voilà le moyen simple, utilisé dans le développement culturel en France dans les années de la décentralisation qui ont permis à ce pays-là d'avoir des salles partout. C'est pas magique, on ne demande pas au pouvoir de débloquer de l'argent tout d'un coup et de construire une vingtaine ou une cinquantaine de salles. C'est impossible. Maintenant, il faut demander aussi l'avis de ceux qui pratiquent ce métier pour savoir quelles sont les commodités d'une salle de spectacle. Parce que c'est aberrant de rentrer dans nos communes, de voir ce qu'ils appellent communément les foyers, à l'image des MJC ici, et des foyers avec un problème d'acoustique grave où rien n'est possible si ce n'est que des mariages.
Donc moi je pense plutôt que s'ils nous écoutent, entre autres propositions, pour avoir des salles, c'est ça. On ne demandera même pas au pouvoir public de débourser 50 francs CFA. Nous reviendrons tout de suite en attendant Moto. Je reviens à Michel Boéry. On vous a connu, comme je disais, vous avez été révélé dans ma famille. Véritablement, vous avez joué le rôle d'un mari infidèle qui l'assumait avec beaucoup de volontarisme. Beaucoup ont dit que est-ce que Boéry, est-ce qu'il joue vraiment un rôle? Est-ce que c'est pas Boéry lui-même, est-ce qu'il n'est pas un homme infidèle? C'était tellement bien joué, est-ce que c'est pas d'avoir notre nature de fidélité avec une femme? Ben, je ne sais pas, je ne sais quelle anecdote ou bien quel exemple citer pour dire que entre le personnage et l'acteur, il y a une grande différence. Le personnage a été imaginé par un auteur qui peut être l'acteur, mais qui généralement n'est pas l'acteur et qui est porté. C'est-à-dire un personnage à qui l'acteur prête et son corps, et sa voix, et ses mouvements. Et c'est peut-être ce qui fait que les gens pensent que il doit y avoir un lien un peu vicieux entre le personnage et l'acteur qui le porte. Ce n'est toujours pas évident. Il est vrai, je le reconnais, que des acteurs peuvent avoir la même philosophie de vie que le personnage, ce qui n'est pas mon cas. Mais il faut que les gens apprennent. Le personnage n'a pas d'éteint sur vous. Non, il ne peut pas déteindre sur moi parce que moi j'ai appris à prêter mon corps. En fait, le malheur c'est que je suis à la fois le guitariste et sa guitare. Donc les gens font facilement la confusion. C'est qu'on ne peut pas me dissocier de mon corps, mon être. C'est-à-dire, en plus la confusion est plus grave parce que j'ai prêté mon patronyme à mon personnage. Donc on dit, ah Boéry, partout on m'appelle Boéry. Donc on ne sait plus de quel Boéry on parle. Même en Côte d'Ivoire, quand on parle des infidèles. Oui, partout. On dit, oui, partout, c'est devenu un symbole, c'est devenu comme une marque déposée. Quand on dit, non, il ne faut pas faire, les Boéry, là, ils sont nombreux comme ça ici, mais bon, malheureusement, j'ai pitié pour mon nom. Je ne suis pas comme ce monsieur. Comme Boéry. Comme Boéry. Moi, je suis Boéry Michel, lui, il est Michel Boéry. mais en fait, c'est une question. Nous sommes dans la création, nous sommes dans la fiction. Nous sommes en train de déteindre le caractère et les abus de certaines personnes, de certains personnages plutôt. Et en fait, il faut que les gens sachent que pour ressortir la nécessité de la paix, il faut exposer les œuvres de la guerre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On fait dans les abus pour que les gens sachent que il y a des limites qu'il faut se faire, qu'il faut avoir. Mais je voudrais même enchérir pour dire qu'avec certitude, parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'années que je pratique ce métier, on ne peut jamais se jouer soi-même. Vous pouvez faire l'expérience dans vos salons, essayer de vous imiter vous-même, c'est pas possible. Le principe d'imitation, c'est toujours l'autre qu'on imite. Si Michel avait ce potentiel pour être aussi volage, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu le jouer. Ah oui, justement, et psychologiquement, le problème se pose parce que quand on demande à quelqu'un de camper le rôle d'un personnage à qui il ressemble naturellement, il a des problèmes parce qu'il a l'impression de se découvrir. Absolument. Et donc, il n'arrive pas à passer la ronde. Absolument. Et ça, il faut que les gens aussi sachent cela. Moi, je ne suis pas comme je suis en train de montrer ce personnage. Donc, finalement, vous n'êtes pas le père de Papouni. Dans l'histoire, cela même est à démontrer. Bon, il a dit, elle s'en sert comme moyen d'avoir d'argent, les rangs d'extorsion, comme. C'est pas, il n'est pas évident, tout cela est à vérifier aussi. Hein. C'est vrai que le monsieur, il n'a pas de limite, il est vraiment gourmand. En fait, il y a une certaine philosophie qu'il faut quand même tirer de cela. Voilà un monsieur qui matériellement est aisé. Si on devait considérer cela comme être heureux, on doit dire qu'il est heureux parce que pratiquement il a tout pour mettre sa famille à l'aise. Il aime sa femme, il y tient, il est jaloux comme pas possible. Il aime ses enfants, il les gâte tellement qu'elles ne savent même plus se débrouiller, surtout les filles elles-mêmes. Et voilà quelqu'un, mais il se trompe souvent de maison et des femmes. Non, il s'offre des libertés qui en fait gênent. Voilà, mais c'est sa personnalité. C'est sa personnalité. Est-ce que dans tout cela, il n'y a pas un essentiel à préserver?
Il y a quand même un équilibre. C'est vrai, les gens disent non, mais il est là, sa femme, il fait souffrir sa femme. Mais disons que ce que tout le monde voit, c'est parce que la femme voit ça aussi, hein, sa femme. C'est parce qu'on vous les montre que vous voyez, mais sa femme, elle ne voit pas certaines choses. Et puis même si elle les voit, elle calme le jeu parce qu'il y a un essentiel qu'elle préserve. Et ça, il y a une dame qui nous l'a sorti à Dakar pendant qu'on était en tournée. Elle a dit, j'espère que nos filles-là tirent leçon du comportement de cette dame. Parce qu'en fait, c'est ça. Tu vas prendre ton mari au collet et tout ça, mais tu vas en chercher d'autres. Si tu en rencontres 10 qui ont les mêmes défauts, tu fais comment? Et que les hommes, c'est comme les melons. Pour tomber sur le bon, il faut en avoir tâté plusieurs. Donc, c'est comme ça, mais là, tu ne vas pas tâter éternellement les melons. Finalement, tu es allé chercher quoi? Ok, merci. Revenons sur ce qui vous amène ici à Paris en entendant Godot. Cette pièce de théâtre de Samuel Beckett, mise en scène par Lorenzo Malaguerra et Marcel Bozonnet. Et Jean Lambertville, ils sont trois. Ok, d'accord. Cette pièce de théâtre, en entendant Godot, c'est le long chemin de l'exil. Est-ce que cela n'est pas prémonitoire? En vous parlant de cette scène que vous allez jouer, est-ce que vous n'êtes pas sur le chemin de l'exil, vous aussi? Non, en vous traçant les phrases que tout migrant rencontre sur le chemin. D'abord, j'ai passé l'âge de celui qui a envie de changer d'espace. Et les occasions se sont présentées quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19-20 ans, mais j'ai une certitude inébranlable. Je ne serai utile au monde que si je suis chez moi. Ailleurs, on est toujours ailleurs. C'est vrai que le monde nous appartient, nous tous, mais nous sommes dans un domaine de transmission et on ne peut parler véritablement de ce que nous sommes, de l'espace que nous habitons, qui a fait de nous ce que nous sommes, que si nous investissons réellement cet espace-là. Parce que l'environnement corrompt et si nous nous installons en Europe au bout d'une dizaine d'années, nous ne serons noirs que de peau. L'esprit va changer, notre fonctionnement aussi va changer. Donc, nous ne sommes pas sur le chemin de l'exil. Et à l'origine, quand Samuel écrit, il n'est pas dans la notion de migration véritablement. C'est vrai qu'il fait un peu allusion à l'Europe de l'Est de cette époque-là. Mais c'est nous aujourd'hui, dans l'interprétation que nous avons, dans le choix de mise en scène que font nos trois metteurs en scène en faisant jouer les deux rôles principaux par des acteurs noirs. Donc vous êtes Vladimir et... Lui, il est Vladimir et moi, je suis Estragon. Estragon, voilà. Et Vladimir. Et c'est l'une des premières fois où ces deux rôles principaux sont confiés à des acteurs noirs. Donc, du coup, ça donne forcément une lecture hautement politique en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui, de tous ces frères-là qui tentent de venir en Europe dans les barques et qui crèvent à longueur de journée. Parce qu'en entendant Godot, c'est aussi cette espérance-là, ceux qui tentent la traversée, c'est pour un mieux-être. Ceux qui sont bondés dans nos églises et qui sont à longueur de journée en train de prier, c'est aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En entendant Godot, je le dis une fois encore, est-ce que ce n'est pas en entendant God? Oui, effectivement, c'est comme il a dit, quand l'auteur écrivait, ce problème de l'immigration ne se posait pas avec autant d'acuité. Mais c'est cela aussi la force de la valeur d'une œuvre artistique. D'abord, elle a toujours une part de l'histoire, mais sa force se situe dans la prémonition. C'est ce qui rend l'œuvre éternelle. Quand on parle aujourd'hui de monuments littéraires en termes de dramaturgie, c'est parce que ces œuvres ont posé des problèmes de l'humanité. Et ces problèmes sont éternels, ces problèmes sont intemporels, et c'est des problèmes qu'on rencontre partout. Et aujourd'hui encore. Mais qui suscitent des réactions qui ne se ressentent pas forcément en fonction des situations géographiques, en fonction de l'histoire, en fonction de la culture, mais c'est des problèmes qui sont vécus de la même façon partout. Et c'est ce qui fait que ces œuvres traversent le temps sans vieillir. Et donc, c'est un problème qu'il a posé sans penser aux Noirs. Et aujourd'hui, les metteurs en scène, témoins de leur histoire, témoins, acteurs de l'actualité, ils ont essayé de faire un clin d'œil à cette actualité qui gêne quelque peu. Mais en même temps, c'est un hymne à l'espoir. Des gens qui ont le courage d'attendre éternellement, ou alors qui se donnent le temps d'une attente provisoirement éternelle, parce qu'il y a des gens, comme il a dit, qui, sur la route de l'exil,
sont à ce qu'ils appellent une escale qui ne leur permet pas de retourner chez eux, mais qui ne leur permet pas non plus d'arriver là où ils veulent arriver. Et ils attendent, mais ils ont le courage d'attendre. Ils ont la force d'attendre. Et c'est cela, en fait. Et ça, c'est un problème de l'humanité. Et dans cette attente, ils sont obligés de meubler les silences. Ils ont même peur du silence, de leur environnement. Ils ne savent pas quand la mort viendra les faucher. Ils ne savent pas quand ils vont réussir à refaire le voyage. Donc, ils s'inventent des histoires et ils rigolent pendant tout le temps. C'est pour ça qu'en entendant Godot, mais c'est 2 heures de rire, quoi. On est tout le temps en train de rire de nos propres erreurs, de ce que nous sommes en réalité. C'est une tragédie, c'est quoi? Oui, c'est une grosse tragédie, l'histoire en elle-même, mais elle est montée, je dirais que c'est... Tous les héros restent vivants quand même. Oui, mais c'est une tragicomédie, parce que nous sommes dans une vraie comédie de situation. Nous rions de nos démesures, de nos espérances qui peut-être n'auront jamais de suite. Mais la nature humaine n'est-elle pas comme ça? Nous attendons toujours. Nous sommes en France, nous sommes au pays, nous avons toujours des projets, mais il y a une certitude, nous mourrons en laissant en plan certains projets que nous ne réaliserons jamais. Mais nous espérons tant que nous sommes vivants. L'espoir fait vivre, il paraît. Pour l'instant, vous êtes à Paris, mais après le mois à Paris, vous avez une tournée, je crois, française. Avant le mois à Paris, nous terminons déjà une première série la semaine prochaine à Nancy. Nous avons fait plusieurs villes françaises et suisses. Et nous voilà. Vous avez les dates? Et les prochaines dates, oui, c'est du 25 au 28. Voilà, de ce mois, voilà. Donc pour l'instant, vos actualités sont conjointes, vous n'avez pas des actualités séparées? Non, mais on fait les mêmes choses pour le moment. Pour l'instant, vous êtes ensemble? C'est le couple Vladimir et Estragon et c'est un entendant Godot. Deux Africains, 2 Ivoiriens qui jouent une pièce de blanc. Ici en France, quand est-ce que 2 Ivoiriens, 2 Africains vont venir jouer une pièce d'un Africain sur les planches françaises? D'abord, nous, on ne conçoit pas N'Entendant Godot comme une pièce de blanc. On conçoit tout simplement N'Entendant Godot comme une pièce d'auteur occidental, mais posant un problème existentiel, un problème d'homme, un problème d'humain. Et l'humain, où qu'il soit, nous sommes au-delà des couleurs. Et nous sommes 2 corps, heureusement ou malheureusement noirs, mais qui posent par notre voix, par notre corps, les problèmes posés par Samuel Beckett. Bon, nous allons devoir finir. Vraiment, ça a été un plaisir. Michel Boéry, votre mot de fin. Nous allons donc exécuter tout un mois de programme à l'Aquarium du 3 au 29 mars 2015. Et c'est le lieu ici d'inviter tout le monde, mais particulièrement toute la communauté africaine vivant à Paris et dans toute la France, parce qu'on a été quelque peu déçus de constater que partout où on a joué, où les salles étaient archi-combles, de constater la seule fois où il y a eu des Noirs, enfin des Africains, excusez du terme, c'était à Chelles, où on a eu 2 couples d'Africains. Et on s'est demandé, est-ce qu'ils ne s'intéressent pas au théâtre? Est-ce qu'ils ont d'autres préoccupations qu'ils disent prioritaires? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a le programme? C'est pourquoi nous sommes en train d'en parler et on en parlera jusqu'à ce que le programme commence. Il faudrait donc qu'on se retrouve pour communier ensemble. Nous sommes là et nous serons avec tout le monde, avec eux. Et pendant cette période, je pense qu'on a l'intention de créer une ambiance africaine autour du programme principal pour qu'on échange, pour qu'on se voit, pour qu'on se remémore, pour qu'on se souvienne et en tout cas pour qu'on reste ensemble pendant un mois à Paris. Moi je pense que nous avons pris, Michel et moi, le pari de défier la malchance qui fait qu'on n'a pas de Noirs dans les salles. Nous avons dit à nos amis français que le mois de représentation, donc de spectacle à Paris, va être le moment pour nous de leur prouver que nos frères africains sont sensibles au théâtre. La preuve, nous avons évoqué les années 80 en Côte d'Ivoire où les salles étaient toujours remplies. Et bien, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, tous les Africains qui sont à Paris vont nous aider à démontrer à nos amis qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui vont au théâtre. Et la preuve ne peut être donnée d'une seule manière. En venant nous voir à l'Aquarium, c'est à la
Cartoucherie de Vincennes du 3 au 29 mars. Et nous, comme il a dit, dans cette ambiance africaine, il va y avoir des week-ends où on va faire le week-end malien, le week-end ivoirien, le week-end sénégalais, ainsi de suite, où des mets de nos pays vont être vendus, où nous allons boire les boissons qui nous, je ne donne pas de marque, mais qui ont fait les beaux jours dans nos soirées dans les maquis à Abidjan. Et donc c'est un moment important pour discuter avec Michel Bouyeri, pour discuter avec Fargas Assemblée, mais voir aussi, pendant qu'on parle du théâtre qui est mort en Côte d'Ivoire, quels sont nos partenaires occidentaux qui nous donnent la possibilité, depuis 1 an, nous sommes dans la 2e année, de faire le tour de la France et de la Suisse et d'avoir ce grand succès. Et la presse vous donnera témoignage de ce que ce spectacle fait l'unanimité partout, et que partout nous avons joué, nous avons fait ça le comble. Que les Africains ne nous fassent pas faux bon. Merci, tout en espérant que vous avez eu du plaisir à suivre cette émission. Nous aussi, nous avons eu du plaisir à vous la présenter. À la prochaine.